Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle soirée. Merci d'être à ce troisième jour du AB New Year New Life Challenge. Ce soir, nous allons parler des relations, que ce soit relations amoureuses, conjugales, sociales et professionnelles. Je suis avec Ahmed. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Bintou. Tout d'abord, pourquoi le sujet des relations dans ce challenge? Alors, c'est tout simplement parce que c'est un aspect très important comme tu l'as dit. Si je peux citer Tony Robbins, il dit la qualité d'une vie dépend de la qualité des relations. Et pour preuve, il y a une étude de Harvard qui a duré 75 ans et qui a fini par donner la conclusion qu'une belle vie peut être entre guillemets impossible sans de bonnes relations. Donc je pense que pour toutes les personnes comme toi et moi et tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui relèvent le défi du New Year New Life Challenge, il est important cette année de prendre les choses en main pour que toute relation, comme tu l'as dit, qu'elle soit sociale, professionnelle, amoureuse, conjugale, peu importe la relation, qu'elle puisse être épanouissante et aider la personne à être heureuse au quotidien. Donc c'est pour ça que j'ai jugé utile que cet aspect de la vie d'une personne prenne une interview entière, une journée entière dans ce AB New Year New Life Challenge. Magnifique. Je pense qu'on en a tous besoin. Pour ce faire, je vous demande d'être très attentif et d'avoir de quoi noter. Comme vous le savez, Ahmed est déjà à choquer les gens. Donc, ce soir, on va essayer de moins choquer les gens. D'accord. Magnifique. Ahmed, tu es prêt? Oui. Super. Question 1. Selon toi, qu'est-ce qu'une relation? Oh, question très simple. Une relation, selon moi, c'est ce qui se passe entre deux personnes. Pour faire très simple, parce que relation, ça vient du verbe relier, c'est-à-dire c'est deux personnes apparemment séparées qui vivent ensemble. Donc maintenant, c'est le contexte dans lequel ces deux personnes vivent ensemble qui fait qu'elles diffèrent. Lorsque deux personnes se rencontrent au travail, on parle de relations professionnelles. Quand c'est sur le plan social dehors, peut-être dans le quartier ou au terrain de foot ou bien à un mariage, alors qu'il n'y a pas de lien de sang ou de lien amoureux ou professionnel, on dit c'est une relation sociale. C'est du social. Quand c'est lié par le sang, on parle de relations familiales ou fraternelles. Quand c'est lié par un sentiment d'amour et de désir l'un de l'autre, ça devient une relation amoureuse. Et quand c'est lié par le mariage, on parle de relation conjugale. Donc, relation, c'est juste ce qui se passe entre deux personnes. Magnifique, je comprends mieux et je pense que ceux qui nous suivent comprennent aussi. J'aimerais poser une deuxième question. Vas-y. Qu'est-ce qui garantit une belle relation et qu'est-ce qui la détruit? Ok. Alors, comme je disais, une relation, c'est ce qui se passe entre deux personnes. Point. Parce qu'en fait, lorsque deux personnes se rencontrent, il y a une troisième qui naît. Lorsque deux personnes se rencontrent, il y a une troisième qui va naître. Ça veut dire que maintenant, ce qui va garantir que la relation soit belle, c'est l'entretien et comment est-ce que les deux personnes vont comprendre et appréhender la vie de la troisième personne qui est née. Dans le sens où, par exemple, si on se rencontre dans un milieu professionnel, il y a une troisième personne qui va naître, qui va s'appeler mission ou vision ou produit et service. C'est ça la troisième personne. Lorsqu'on se rencontre par exemple sur le plan social, ce qui va naître entre nous, ça peut être une amitié, des choses comme ça. Si c'est sur le plan amoureux, il y a l'amour qui naît. Sur le plan conjugal, ça c'est même palpable. Il y a un enfant qui peut venir. Donc ce qui garantit une belle relation et ce qui peut la détruire, c'est tout simplement l'entretien et la façon de se comporter envers la troisième personne qui naît du lien qu'il y a entre deux personnes. Faut pas penser que c'est juste quand on a un enfant qu'un troisième être naît. C'est dès que deux personnes se rencontrent, rapidement il y a une troisième qui vient au monde. Certes, on la voit pas forcément avec ses yeux physiques, ben dès que deux personnes se rencontrent, une troisième va naître. Et ce qui fait que la relation va être belle ou mauvaise ou épanouissante ou énervante, tout ce qui va avec, c'est l'entretien que les deux personnes se donnent comme activité quotidienne, comme travail de la troisième personne qui est née de la relation. C'est simple que ça. Donc si tu veux que tes relations marchent bien, il serait bien que les gens comprennent ce principe, les gens avec lesquels tu es en relation. Même s'ils ne savent pas cela, de ton côté, tu dois t'assurer que tu fais tout pour que cette troisième personne puisse être bien nourrie, bien alimentée, comme si c'était une personne visible. C'est tout simplement ça. Et lorsque tu échoues à bien entretenir la personne-là, la relation, elle va dans une pente descendante. Simple. Tout à l'heure, je t'ai entendu dire le mot entretien. Alors, j'aimerais savoir comment entretenir nos relations. Plus précisément, je prends du côté relations amoureuses. Okay. Qu'est-ce qu'il faut faire à part les messages, les SMS, les rendez-vous, les sorties, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire à part ça pour apporter vraiment une valeur ajoutée pour que cette relation soit inspirante
par rapport aux autres relations? Tu as un gars? Je blague. Alors, je vais répondre de façon générale pour que les relations familiales, sociales, professionnelles aussi puissent s'intégrer. Il faut voir chaque relation comme un match qui se joue entre deux personnes. Et je prends l'exemple de mes deux mains. Lorsque la personne, disons A et B, la personne A, lorsqu'elle fait quelque chose de positif pour la personne B, c'est comme si elle envoie de l'énergie à la personne B. Et lorsque la personne B fait quelque chose de positif en retour à la personne A, l'énergie qu'elle a reçue revient. Donc, à force de faire des choses l'un pour l'autre, c'est comme s'il y a une spirale qui va naître et qui va grandir, et qui va grandir, et qui va grandir. Et lorsqu'on ne fait pas les choses, la spirale, elle descend, elle descend. Donc, une relation marche selon la circulation énergétique entre les deux personnes. Mais le problème que l'on voit, c'est que au départ, par exemple, je ne sais pas si tu as remarqué que les relations, au départ, c'est rose. Ah oui, mais c'est vrai. Mais après, ça devient autre chose. Parce qu'au départ, chacun est dans cette optique de donner de l'énergie à l'autre. Et l'énergie, je dis énergie, ça peut être des gentils mots, des compliments, des messages mignons, des cadeaux, des invitations, des initiatives, toutes les choses en fait qui peuvent faire plaisir à l'autre. Donc lorsque tu en fais, tu en parles d'énergie, et lorsqu'elle t'en fait ou il t'en fait, tu reçois de l'énergie, et cette circulation énergétique fait en sorte que la relation monte rapidement à un 7e ciel pendant les 3 premiers mois. Okay. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Chacun se dit, ok, comme maintenant je suis sûr que la relation elle est établie, j'arrête de faire les choses. Et maintenant j'attends qu'on me fasse les choses. C'est-à-dire la relation au début, elle fonctionne sur la base du je t'aime, mais après elle se met à fonctionner sur la base du tu m'aimes. Comme tu m'aimes, tu devrais me faire ceci. Tu devrais me faire ceci, tu n'aurais pas dû faire cela. Et ça, ce n'est pas seulement dans les relations amoureuses. Par exemple, quand tu prends un stagiaire, quand tu prends le stagiaire, les premiers jours, le stagiaire, il est dynamique, il veut aider, il se donne à fond. Donc, il donne l'énergie, mais après, quand le stagiaire, quand il est bien installé, il change. Si tu prends sur le plan social, quand tu rencontres un nouvel ami, quand tu rencontres une nouvelle personne, les premiers jours de votre rencontre, tu vas te dire, ah, j'ai rencontré un nouveau pote ou une nouvelle chérie, elle est super. Parce qu'au début, tout le monde fonctionne dans le mood de je t'aime, je t'apprécie, je suis là pour toi. Mais c'est après, quand on s'est bien installé, que maintenant les paramètres changent. Et maintenant, la relation commence à fonctionner à base du tu m'aimes. Et là, ce n'est pas sérieux parce que personne ne s'engage dans une relation avec un tu m'aimes. Personne n'a eu un stage en disant tu es bon et tu dois me prendre. Non, c'est moi qui dois te montrer que je suis bon pour que tu me prennes. C'est moi qui dois te montrer que je t'aime pour que tu m'acceptes. Donc, souvent on me demande dans les formations, je demande aux gens qui est responsable de l'épanouissement d'une relation. Et bon, c'est là où tu vas avoir beaucoup de façons de penser. Il y en a qui disent l'homme à 100%, la femme n'a rien à faire. L'homme dit non, c'est la femme qui doit entretenir, l'homme n'a rien à faire. Il y en a qui disent 50-50, il y en a qui disent 60-40, 70-30, 45-55. Beaucoup de pourcentages. Il y en a qui m'ont dit 51-49. Juste pour que l'homme puisse avoir juste un peu plus que la femme, des choses comme ça. Mais la vérité est que pour qu'une relation marche, c'est 100-0. Et quand je dis ça aux gens, ils sont choqués parce que je suis en train de leur dire que quelqu'un doit tout faire, l'autre ne fait rien. Et c'est exactement cela, mais la question c'est qui doit faire les 100%? Est-ce que c'est le mari ou la femme, le copain, la copine? Est-ce que c'est le manager, le directeur, le collaborateur ou le stagiaire? Est-ce que ce sont les parents ou les enfants? Est-ce que ce sont les aînés ou les cadets? Est-ce que c'est l'ami du quartier ou le voisin ou quiconque dans une relation, peu importe ce qu'elle est? C'est celui qui veut que la relation marche. Tout simplement parce que le problème des relations amoureuses, c'est quand le mari veut que la femme fasse en sorte que la relation marche à 100%. Et que de l'autre côté aussi, la femme veut que le mari fasse pareil. Dans les entreprises, tu demandes à un manager pourquoi ça ne va pas, il va dire que les collaborateurs ne bougent pas. Tu demandes aux collaborateurs, ils vont dire que le manager ne bouge pas. Tu demandes aux parents, ils vont dire que les enfants, aujourd'hui, ils sont invivables. Tu demandes aux enfants, ils vont dire que les parents, ils sont dépassés, ils ne savent pas ce qu'ils font maintenant. Tu demandes aux grands frères, ils vont dire que les enfants, maintenant, ils ne respectent pas leurs aînés. Tu demandes aux plus jeunes, ils vont dire que nos aînés nous prennent de haut. Donc quand tu vois les choses, tu vas comprendre que tout le monde veut que les choses marchent si l'autre fait le travail. Et là, c'est être égoïste. Et c'est l'ego qui tue les relations. C'est l'ego qui tue l'entretien. C'est l'ego qui est l'ennemi numéro 1 de l'entretien de ce troisième être-là. Tant qu'une relation fonctionne avec un ego ou 2 égos, ça c'est encore pire. C'est normal qu'au bout d'un temps, ça va chavirer et qui sait ce qui peut arriver. Lorsque les 2 personnes comprennent réellement que pour qu'une relation marche, le niveau de responsabilité, c'est de 100
est 0 et que le son doit être pris par celui qui aime l'autre personne, qui veut que ça marche, ça va rapidement. Ça, c'est clair. Tu es d'accord avec moi ou pas? On est OK? Oui. Super. Ça répond à ta question? Oui, ça répond à ma question. Merci beaucoup. Si je comprends bien, tu veux dire que dans une relation, peu importe laquelle, il faut se donner à fond sans pouvoir attendre de l'autre, n'est-ce pas? Tu as anticipé même une réponse parce que le mot attendre que tu as prononcé est important. C'est l'attente qui tue. Chaque relation, pour qu'elle marche, il faut une responsabilité de 100-0 et que la personne qui pense et qui veut que ça marche doit prendre ce 100-0 là. Et lorsque les deux personnes prennent 100-0, ben, elle va à 200% et c'est normal qu'elle soit épanouissante. Mais quand l'attente est là que l'autre doit être celui qui doit faire en sorte que ça marche, c'est égoïste et ça ne marche pas, ça ne donne pas. Magnifique, je comprends mieux. J'espère que vous êtes en train de noter. Et cela me donne envie de poser la question suivante qui est de savoir quelle est la meilleure chose qui peut arriver à une relation quelle qu'elle soit. La meilleure chose qui puisse arriver dans une relation, c'est quand les deux personnes sont indépendantes. Indépendante, c'est-à-dire si tu as grandi avec un manque d'amour pour toi-même, oui. Dans le sens où peut-être tes parents étaient difficiles, tu as grandi dans des milieux difficiles et tu as grandi avec un manque de confiance ou bien un manque d'amour qui est de façon plus simple. Pour toi, par défaut, tu vas vouloir qu'on comble ce manque-là. Okay. Maintenant, si tu t'engages dans une relation, tu ne t'engages pas parce que tu l'aimes réellement, mais tu t'engages parce que tu veux qu'il remplisse ton manque. Mais lorsque je suis en manque et que tu es en manque et qu'on se mette ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Chacun va attendre que l'autre remplisse ce manque-là. Et là, c'est un problème. Et le manque, il peut aussi être financier. Si tu es une femme indépendante, je suis un homme dépendant, mais je peux t'aider pour ton argent. Parce qu'avec ton argent, ça peut remplir mon manque financier. Et vice-versa. Si c'est un manque émotionnel, si l'amour que tu as pour moi est plus grand que l'amour que j'ai pour moi, je vais être dépendant de toi. Si l'amour que j'ai pour toi est plus grand que l'amour que tu as pour toi-même, tu vas être dépendante de moi. Maintenant, si dans une relation, les deux personnes sont toutes dépendantes émotionnellement ou disons en manque d'amour nécessaire pour eux-mêmes, pour elles-mêmes autant pour moi, chacun veut que l'autre remplisse ce vide-là. Mais lorsque les deux personnes, peu importe la relation, sont dans une autonomie totale, dans le sens où j'ai de l'argent, il n'y a vraiment aucune raison pour laquelle je t'aime pour ton argent, vraiment pas, et vice-versa. Et je m'aime, mais vraiment c'est incroyable à quel point je m'aime. Et il n'y a aucune raison pour laquelle je sois avec toi, juste pour que tu m'aimes, pour que je me sente aimé de l'autre. Et que dans chaque domaine où on peut parler de manque ou de contentement, lorsque les deux personnes sont indépendantes, je suis désolé, on est dans la relation, c'est pour jouer. Je dis jouer, ça veut dire s'amuser, explorer, avoir des initiatives, vivre ensemble, explorer la vie, développer la vie. Et c'est ça qui devient réellement intéressant. Et ça se fait lorsque les deux personnes font un travail pour être indépendants avant de s'engager. Et maintenant, si les gens qui nous suivent sont déjà engagés dans une relation quelle qu'elle soit, faites en sorte que cette relation ne soit pas une relation dans laquelle une dépendance est créée, et encore moins une dépendance émotionnelle. Parce que si tu dépends de moi émotionnellement, ça veut dire que tu es mon esclave. Et je peux faire tout ce que je veux. Et du coup, c'est pour ça que par exemple le gourmet fait mal. La rupture fait mal pour certains. Ce fameux gourmet. Le fameux gourmet, ça fait mal parce que tout simplement, quelqu'un m'aime plus que je ne m'aime. Et donc lorsqu'il me quitte, j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose. Donc lorsque je ne m'aime pas assez et que quelqu'un me donne plus d'amour que je ne m'en donne, le jour où il brise cet amour-là, je lui en veux en mourir. Parce que je me suis accroché à ce que je reçois de sa part. Et là, c'est dangereux. Donc la meilleure chose qui puisse arriver à une relation, c'est lorsqu'elle est vécue par deux personnes qui ne dépendent pas l'une de l'autre. Là, c'est un autre niveau. C'est même pas... On peut même appeler ça autre chose, fusion par relation, parce que c'est un autre level. C'est un autre level. D'accord. Merci beaucoup. Tu viens de parler tout à l'heure de dépendance émotionnelle. Alors, j'aimerais savoir comment être indépendant émotionnellement et comment s'aimer plus que l'autre. C'est très important. Ça peut faire un peu mal, s'aimer plus que l'autre. Mais quand même, c'est une belle question. C'est même une très belle question.
Alors, la dépendance émotionnelle, très souvent, qu'il me pardonne, mais ça vient d'abord des parents. Parce que l'enfant, sa première source d'amour, c'est ses parents. Sa première source d'amour, c'est ses parents. On appelle ça love source. Et cette love source-là, lorsqu'elle n'est pas bien remplie pendant l'enfance, maintenant il grandit en espérant que quelqu'un d'autre le remplisse pour lui. Et par défaut, c'est le copain ou la copine maintenant qui devient la connexion principale. Parce qu'avant, l'enfant il est connecté à son parent. Parce que la nourriture n'est pas suffisante, la nourriture spirituelle et émotionnelle n'est pas suffisante, et que tu atteins un certain âge, tu te débranches des parents et tu te branches à ton copain ou à ta copine, ou à ton ami confident, ou à ton patron s'il est bon, mais tu te branches à quelqu'un en espérant que lui remplisse ce love source-là. Tu vois un peu? Et donc, lorsque tu es à cette dépendance-là, c'est compliqué parce que tu deviens un jouet, une sorte de ballon. Et tu risques d'aimer la personne à qui tu es connecté plus que toi-même. Et là, c'est grave. Parce que dès que tu vois quelqu'un, 2-3 jours, il est cool, ah, je veux qu'il me remplisse. Tu vois quelqu'un, 2-3 jours, il est cool, ah, je veux qu'il me remplisse, me donne de l'amour. Et c'est que quand tu es dépendant, tu es un vampire, littéralement. Mais tu ne bois pas du sang, tu bois l'amour des gens. Tu bois le bonheur des gens. Parce que tu as un vide que tu veux qu'il soit rempli. Alors que ce vide, personne ne le remplit mieux que toi. Et pour la deuxième question maintenant, pour répondre à ta deuxième question, comment s'aimer plus et comment s'aimer plus que l'autre, ce qui est un peu choquant pour d'autres, s'ils l'attendent. Mais il faut comprendre une chose, c'est juste mettre en place un plan d'amour envers soi. Cela veut dire quoi? Tu vas lister tout ce que tu veux que les gens te fassent, tout ce que tu penses que si on te fait ça, tu vas apprécier, tout ce que tu aimerais recevoir des gens, de qui que ce soit, et tu commences à t'en faire cadeau toi-même. Dans le sens où, lorsque tu ne t'aimes pas assez, c'est parce que la responsabilité de ton bonheur et de l'amour que tu as envers toi, c'est dispersé entre les gens. Ma copine ou mon mari ou ma femme a, disons, 40%, mes collègues ont 15%, mes parents ont 10%, mes amis ont 5%, et les circonstances externes ont 2%, je donne des chiffres au hasard. Mais c'est pour dire que lorsque tu es dépendant émotionnellement, tu as cette responsabilité du bonheur et de l'amour que tu disperses entre les mains des gens. Et pour que tu puisses récupérer cette responsabilité, tu dois lister tout ce que tu veux que les gens te fassent. Dans le sens que, comme il y a une responsabilité de ton bonheur et de ton amour chez eux, ça veut dire qu'il y a une chose que tu veux qu'ils te fassent pour que cette responsabilité te revienne. Donc maintenant, au lieu d'attendre qu'ils te la ramènent gentiment, ils feront jamais ça déjà. Tu vas faire en sorte de le faire toi-même. Okay. C'est simple que ça. Merci Ahmed d'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que nos challengers ont noté toutes ces choses qu'ils aimeraient qu'on leur apporte afin qu'ils puissent leur apporter à eux-mêmes en retour. Bien résumé. Je sais que vous attendez à ce qu'on vous dise comment faire marcher vos relations, mais chez nous à AD Coaching International, nous avons une croyance. C'est que lorsqu'une personne se développe, il y a de fortes chances que ses relations s'améliorent. Ce n'est pas de fortes chances parce que c'est le cas. S'ils deviennent meilleurs, leurs relations vont s'améliorer. C'est pour ça que les réponses, nous les envoyons en fait pointues sur qui ils sont, pas sur la relation de façon générale, mais sur eux-mêmes. Parce que c'est eux que ça concerne, et eux seulement. D'accord. Il y a une chose qui me vient en tête, Ahmed. J'entends l'amour idéal. Est-ce que cet amour-là, l'idéal-là, est-ce que ça existe vraiment? Alors, ça c'est une question aussi vieille que l'humanité. Et la question que j'aime poser, par exemple, lorsque quelqu'un dit comment trouver la bonne personne, je demande, mais est-ce que tu es la bonne personne? Parce que l'erreur qu'on fait, c'est de penser qu'on va trouver l'amour idéal, on va trouver le bon partenaire, on va trouver le bon travail, on va trouver les bons collaborateurs, on va trouver tout ce qui va avec. Et trouver veut dire que ce n'est pas en nous qu'on va devoir trouver ça ailleurs. Et c'est là que c'est un problème. Parce que le mot idéal lui-même, il n'a pas de sens unique. Pratiquement, je veux dire, si tu prends une personne qui est née dans une famille divorcée et qu'elle n'a aucune référence en fait d'un amour parfait idéal, mais pour elle, son idéal, c'est au mieux rester ensemble d'abord, que ceux qui sont mariés restent ensemble, parce qu'elle n'a pas connu ça. Tu prends une personne qui a eu ses parents qui sont restés ensemble, mais quand même qui n'ont pas une relation épanouissante. Pour cette personne-là, l'idéal serait que les gens puissent bien vivre et avoir une belle vie. Tu prends une personne qui a eu une famille vraiment extraordinaire où les parents se sont tellement aimés
et elle a vu ça, donc pour elle, son idéal, ça va être autre chose. Donc l'idéal dépend de la personne, ça c'est un. Deuxièmement, lorsque tu définis c'est quoi mon idéal, tu te poses la question, avec quel type de personne est-ce que je vais avoir une telle relation? Et tout ça, en fait, c'est la partie facile. Parce que c'est facile à définir. Mais il y a une question que les gens oublient maintenant. Est-ce que je suis la personne idéale pour cette personne idéale que je vais me décrire, avec laquelle j'aurai une relation idéale? Parce que si j'ai la personne idéale par chance, et que je ne suis pas une personne idéale pour elle, il n'y aura pas de relation idéale. Pourtant, tu as trouvé le partenaire idéal. Et donc, les gens doivent comprendre que la relation idéale, qu'elle soit amoureuse, conjugale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sociale, ça part de moi. C'est pas une chose que je vais trouver, mais c'est une chose qui va sortir de moi. Si je deviens un bon ami, un excellent ami, avec mon comportement et ce que je vais inspirer aux gens, j'aurai de belles amitiés. Il n'y a rien à dire. Et par défaut, je vais fuir les mauvaises amitiés. Si je deviens un manager ou bien un directeur ou une personne, un collaborateur qui est tellement ponctuel, qui est tellement compétent, qui est tellement facile à vivre, qui a un leadership, qui est une bonne personne, mais je vais faire en sorte que mes relations professionnelles marchent très bien. Si je me développe dans ma spiritualité et dans mon amour envers moi-même et que je deviens un partenaire idéal, ben je vais inspirer ça à mon partenaire. Donc l'amour idéal ou la relation idéale, quelle qu'elle soit, on ne la trouve pas. Elle sort de nous-mêmes. Que ce soit les parents des enfants, que ce soit les frères et les aînés, les cadets, que ce soit les relations professionnelles, que ce soit une amitié, que ce soit une relation amoureuse ou conjugale, il faut comprendre que la relation idéale, la perfection de la relation que tout le monde veut vivre, elle part de nous. Et c'est pour cette raison que tout le monde ne l'a pas, parce que tout le monde l'attend dehors. C'est là le problème. Ok. C'est logique? Oui, c'est logique. J'ai compris. Ahmed, nous allons passer à la dernière question, qui est la plus importante. Ok. Quelles sont tes 3 recommandations pour qu'une relation soit épanouissante? D'accord. 3 recommandations pour qu'une relation soit épanouissante. Premièrement, c'est être vide. Être vide. Être vide. Je dis être vide parce que il faut faire tout pour éviter de punir quelqu'un pour une douleur que quelqu'un d'autre t'a fait ressentir. Le passé. Pas forcément le passé, ça peut être le présent. Okay. Dans le sens où beaucoup de gens, on passe de relation en relation. Là, on est dans une relation professionnelle. Si tu sors et je sors, je vais rejoindre ma famille. Relation familiale, tu vas peut-être voir ton gars ou ton mari. Relation amoureuse, après tu vas le quitter, demain tu reviens dans le monde professionnel, après tu vas au social, et ainsi de suite. Et lorsque, par exemple, tu ne sais pas te vider émotionnellement, tu peux punir quelqu'un à cause de ce que quelqu'un t'a fait subir. Un exemple très simple. Combien de fois une femme rencontre plusieurs hommes et chaque fois ces hommes-là lui ont fait du mal et elle encaisse de la douleur émotionnelle. Et un beau jour par hasard, elle rencontre quelqu'un, un homme qui peut être défini de prince charmant. Donc elle rencontre la bonne personne, mais comme elle ne s'est pas vidée de toute cette douleur émotionnelle, si elle ne fait pas attention, c'est cet homme-là qui va payer cash pour tout ce que les autres là ont fait. Donc être vide, ça permet d'abord que la relation se passe entre toi et moi seulement. Parce que comme je l'ai dit, beaucoup de personnes vivent une relation à 5, à 6, à 7, à 8, à 10. Là, c'est juste toi et moi qu'on voit, mais je te bombarde de ce que les gens m'ont fait de douleur sans que je le sache. Et tu fais la même chose. Donc il se peut que nous sommes 2, mais il y a 4 derrière moi, il y a 4 derrière toi. On est 10 dans la relation, mais on ne sait pas. Et là, c'est compliqué. Donc, être vide. Deuxièmement, il faut jouer un jeu différent. Il faut jouer un jeu différent, ça veut dire, j'emprunte ça à Jibril là, il ne faut pas être normal. Il ne faut pas être normal. Dans le sens où, quand tu es dans une relation, peu importe la relation, dis-toi qu'elle doit être la plus épanouissante, la plus exceptionnelle, la plus formidable qui soit, et que c'est ta responsabilité. C'est là que ça devient intéressant. Parce que lorsque tu penses ça et que l'autre pense ça, waouh, c'est autre chose. Toutes les entreprises qui nous inspirent, là où les collaborateurs vivent très bien, s'entendent très bien, ont de bons résultats, c'est parce que tout le monde comprend que on est ensemble, c'est pour que ce soit cool, c'est pour que ce soit super, c'est pour que ce soit épanouissant, pas qu'on se prenne la tête, parce que si on est ensemble et que ça va pas, mieux vaut qu'on se sépare, je pense. Donc peu importe la relation, qu'elle soit une amitié,
un mariage, il faut jouer un jeu, il faut jouer à un niveau différent. C'est-à-dire avoir le mindset que il faut que ce soit épanouissant et c'est ma responsabilité. Et quand chaque personne de la relation fonctionne comme ça, je suis désolé, il n'y a aucune raison pour laquelle ça ne marchera pas. Ok. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point que je pense être le plus important, c'est comprendre et relever le test de la vie. Comprendre et relever le test de la vie. Ça veut dire quoi? Quand tu es dans une relation, peu importe ce qu'elle est, par exemple, supposons que tu sois marié à quelqu'un. Comme tu te revendiques mari ou épouse, sache que la vie va te tester pour voir si ce que tu dis là, est-ce que c'est vrai. Comme tu te dis ami de quelqu'un, ah, je suis son ami, c'est mon ami, ok, la vie va te tester. Quand tu dis c'est mon collègue, c'est mon collaborateur, la vie va te tester. Et c'est quoi le test? C'est les disputes qu'il y a entre eux. Je dis ça, c'est pour comprendre que on verra si tu es une bonne femme, ou une bonne amie, ou une bonne collègue, le jour où ton mari, ton ami ou ta collègue va faire une bêtise. C'est ce jour-là qu'on va voir si tu es réellement une bonne épouse, une bonne amie, une bonne sœur, une bonne fille, une bonne collègue. Parce que mon coach me l'a dit une fois, plusieurs fois d'ailleurs, quand tout va bien, tout le monde peut bien se comporter. Et c'est quand les choses vont mal qu'on sait qui est qui. Donc, dans une relation, ce n'est pas toujours rose. Ça, c'est vrai. Maintenant, c'est lorsque justement il y a une dispute entre les deux personnes, que ce soit professionnel, que ce soit social, que ce soit familial, que ce soit amoureux ou conjugal, c'est quand il y a une dispute qu'on va maintenant mettre vos responsabilités en jeu. Tu dis que tu es une bonne épouse? Ok. C'est quand je t'insulte, par exemple, qu'on va voir si tu es une bonne épouse. Je me dis partout que non, je suis le meilleur homme qu'elle ait rencontré. C'est le jour où elle va m'énerver qu'on va voir si c'est le cas. Je dis que je suis un bon manager, c'est le jour où mes collègues vont faire une bêtise, où mes collègues vont faire une erreur, qu'on va voir si je suis un bon manager. Je dis que je suis une bonne mère, ou un bon père, ou un bon enfant. C'est lorsqu'il y aura une dispute ou une tension dans la famille qu'on verra comment est-ce que je gère ça. Et c'est à travers ma façon de gérer ça qu'on saura si réellement je suis ce que je dis. Donc, être vide, afin de ne pas punir quelqu'un pour ce qu'il n'a pas fait. D'abord, ça, c'est quand tu viens dans la relation, viens seul. C'est pour dire ça, viens seul. Ne viens pas accompagné. Comme dans les films où quand il y a une guerre, quelqu'un il vient, mais il y a ses armées derrière le mur, n'est-ce pas, Abdoulaye? Donc, viens seul. Deuxièmement, quand tu viens seul, joue un jeu différent. Genre, joue le jeu des légendes, joue un jeu high level. Ne sois pas dans la norme, n'aie pas des standards trop bas. Des standards élevés, mais qu'ils soient sous ta responsabilité. C'est important. Et troisièmement, il faut savoir déceler le test de la vie. Et quand la vie te teste, c'est là où elle va te dire, ok, on va voir si ce que tu dis est vrai. Et c'est là où tu lui dis, je vais te montrer que c'est vrai. Merci beaucoup Ahmed d'avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que nos challengers ont bien noté. J'espère aussi qu'ils ont compris et qu'ils vont appliquer toutes ces recommandations en 2022 afin qu'ils puissent améliorer leur relation. Et bien au-delà de 2022. Ok. Quel est ton dernier mot, Ahmed? Un dernier mot. Ça va dire dernière question. Dernier mot. Quand ça ne marche pas, je vais aller voir quelle est ma part de responsabilité et m'améliorer pour que la prochaine fois ça marche mieux. Il faut arrêter de penser que la responsabilité elle est externe. Chaque relation, quand ça marche, même si ce n'est pas moi qui ai fait échouer les choses, je me demande quelle est ma part de responsabilité. Je continue mon chemin afin que si je dois avoir une prochaine relation, au moins ce que j'ai fait comme galère la dernière fois, je ne referai pas ça maintenant. C'est comme ça qu'on se développe et c'est comme ça que les relations deviennent plus épanouissantes. Merci beaucoup, je vous aime tous, je t'aime bien tout. Je t'aime aussi, c'est mon dernier mot. Merci beaucoup Ahmed pour ce dernier mot. Merci à nos challengers. J'espère que vous avez bien noté. Si ça marche ou ça ne marche pas, c'est de notre faute. J'espère vous revoir très bientôt. Je vous aime beaucoup et à très bientôt. Merci.